Randonnez un jour ou partez pour toujours avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fière d'accompagner le podcast Les Baladeurs. Chaque année, des milliers de personnes s'engagent dans un terrible périple. Traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l'espoir d'atteindre l'Europe et d'y trouver une vie meilleure. Mais peu d'entre eux arrivent à destination. Beaucoup font naufrage dans l'indifférence générale. Face à cette catastrophe humanitaire, Lucille Guenier a voulu agir. Après des études de journalisme, elle a rejoint l'association SOS Méditerranée pour devenir les yeux et les oreilles de l'Océan Viking, son navire de sauvetage en mer. À bord, elle capture des images et recueille des témoignages des rescapés pour pouvoir faire la lumière sur les drames qui se jouent loin des côtes et rappeler que quand on parle de migrants, on parle de vie d'hommes, de femmes et d'enfants. Le 13 mars 2024, alors qu'elle scrute la mer à la jumelle au début d'une nouvelle mission, un point noir apparaît à l'horizon. Un point noir qui signe le départ d'un sauvetage difficile pour les 25 membres d'équipage. Attention, cette histoire contient des scènes pouvant heurter votre sensibilité. Nous avons tout de même jugé essentiel de la documenter pour porter plus loin le témoignage de Lucille. En septembre 2015, j'ai un ami qui m'appelle, qui vit vers la gare du Nord à Bruxelles et qui me dit « Lucille, dans le parc Maximilien, donc c'est le parc à côté de chez lui, il y a des gens qui se sont installés. En fait, ce sont des migrants qui en fait, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de tente, voilà. Ils se sont installés devant l'Office des étrangers où ils pouvaient déposer en fait des demandes d'asile. Ils ont besoin d'aide. Viens. » J'apporte un sac avec quelques affaires, je savais pas trop quoi amener. Et j'arrive, et pour la première fois, je rencontre... c'est une Syrienne. Je rencontre une Syrienne, et je lui donne toutes mes affaires que j'avais pris. En fait, cet événement, ça a été pour moi un peu le début, en fait, d'une prise de conscience. À tel point qu'à ce moment-là, je finissais mon mémoire, je me suis dit, je vais aller en Grèce et je vais m'engager dans l'humanitaire. Finalement, la vie en a fait autrement. J'ai continué en fait dans le journalisme et j'ai fait autre chose par ailleurs, mais j'ai toujours suivi en fait ces parcours migratoires et notamment du coup SOS Méditerranée. Je me souviens très bien de ma première mission parce que comme toutes les premières fois, on s'en souvient de manière très forte. C'était donc en juin 2022. Je venais de commencer à travailler pour SOS Méditerranée et il se trouve que c'était à mon tour de monter à bord, d'embarquer. Donc j'ai eu peut-être 2 jours au siège et je suis arrivée sur le bateau qui était à Marseille et c'était donc en été. Et c'est vrai que j'avais vu forcément beaucoup d'images. Je m'étais beaucoup renseignée sur le contexte. Mais c'est vrai que ça a été un peu un choc. La première chose, c'est que déjà, c'est un environnement qui est quand même particulier, l'environnement maritime, de travailler sur un bateau. Moi, je suis pas marin, même si j'ai grandi au bord de la mer et que j'ai l'habitude d'être sur des bateaux, mais voilà, sur des voiliers de plaisance ou faire du catamaran, donc c'est pas la même chose. Donc déjà, j'ai découvert cet univers maritime. Et puis aussi, vivre avec des gens dans un bateau enfermé, c'est quelque chose de particulier. On n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas beaucoup d'intimité. Et ensuite, quand on a commencé à faire les sauvetages, et je me rappellerai très bien la première fois que j'ai vu ce bateau, le premier sauvetage qu'on a fait, c'était un bateau en fibre, et c'était des adolescents, je me rappelle. Ils étaient très 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 jeunes. Et ça m'a choquée. Enfin, je veux dire, même si j'avais bien sûr vu des images, je garderai vraiment très longtemps en tête la première fois que j'ai vu
dire des garçons, parce que c'était vraiment, je ne sais plus quel âge ils avaient, mais ils étaient presque tous mineurs. Et aussi, il y a un autre sauvetage dont je me rappellerai aussi de manière très forte. C'était un bateau en caoutchouc et il était le boudin en fait était très dégonflé et il y avait énormément d'enfants, des petits bébés et c'est vrai que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je veux dire, une sidération. J'étais sidérée. J'étais complètement sidérée. Pour nous, il n'y a pas de question en fait. Est-ce qu'on va venir en aide à des gens qui sont en détresse en mer, d'où ils viennent ? Peu importe leur histoire en fait. Peu importe, on va venir en aide à ces personnes-là. Et ça devrait être comme ça. C'est comme ça dans le droit maritime. C'est une obligation en fait légale, mais c'est une obligation morale. Enfin, c'est inhumain de laisser des gens, des femmes, des hommes, des enfants dans un bateau dont on sait qu'il n'arrivera probablement jamais sur la côte italienne, en mer. De les regarder, de les voir passer et de ne rien faire. Parce que c'est ce qui se passe tous les jours dans la Méditerranée. Il y a des bateaux qui partent tous les jours et parfois on les ignore. L'Océan Viking, c'est un bateau blanc et rouge qui fait 70 mètres. C'est initialement un ravitailleur pour les plateformes pétrolières en mer du Nord. Donc il a été conçu pour naviguer en mer du Nord et il date des années 80. Depuis qu'il est affrété par SOS Méditerranée, il a été réaménagé bien sûr pour le sauvetage. Donc quand on arrive sur l'Océan Viking, il y a le pont principal et sur ce pont, il y a des abris où les rescapés vont pouvoir se reposer quand on a terminé le sauvetage. Il y a un abri qui est réservé aux femmes. On l'appelle le Women's Shelter. C'est un endroit qui est très important parce que souvent les femmes rescapées sont des personnes qui sont passées par des moments très difficiles en Libye. Énormément de violences sexuelles. Et donc, c'est important de recréer en fait cet espace de protection. Sur le pont, il y a également ce qu'on appelle une clinique. Donc, c'est là que l'équipe médicale va faire ses consultations. Et il y a également une passerelle. Donc, la passerelle, c'est le haut du bateau, qui est une passerelle où on peut voir à 360 degrés. Et c'est là qu'on fait les recherches à la jumelle. L'équipage de l'Océan Viking, on est 25. Il y a 2 personnes qui sont à la passerelle. C'est la coordinatrice ou coordinateur de sauvetage, son adjoint. Ce sont des marins de profession. Il y a l'équipe médicale qui est composée de 4 personnes. La responsable médicale, un médecin, un infirmier, une sage-femme, le responsable des marins sauveteurs. L'équipe des marins sauveteurs, c'est la plus grande équipe, 12 à 13 personnes, tous des marins professionnels. Il y a l'équipe de la protection. Ensuite, il y a le logisticien et l'équipe de la communication et du témoignage dont je fais partie. Donc, je suis la responsable de communication. Parfois, j'ai un photographe ou une vidéaste qui m'accompagne et 1 ou 2 journalistes indépendants. On va s'engager pour une mission qui va durer entre 6 et 7 semaines. On est quand même dans une mission qui est particulière, où il faut connaître les gestes de manière très précise, parce que on est dans une situation d'urgence quand on arrive sur un sauvetage, que quand on est en mer et qu'on fait un sauvetage, les personnes, quand on arrive, pour la plupart, ne savent pas nager. Donc en fait, il est très important d'avoir un entraînement très précis pour pouvoir éviter en fait un accident. On imagine, on fait un scénario, qu'on voit un bateau en détresse, qu'est-ce qu'on fait ? Alors,
la coordinatrice va appeler à la radio, Ready for Rescue, et donc on va s'entraîner. Donc l'équipe des marins sauveteurs va préparer les semi-rigides, on va s'habiller, parce qu'il faut s'habiller aussi, donc ça prend du temps, savoir dans quel ordre tu mets ta combinaison, ton casque, tout ça. On va tous s'entraîner, qu'on soit logisticien, coordinateur de sauvetage ou moi, responsable de communication, à faire un massage cardiaque, à pouvoir répondre en cas d'hypothermie, savoir quoi faire si une personne est inconsciente. On va s'entraîner pendant 10 jours à faire ça. Et ces entraînements-là nous permettent d'être prêts le jour du sauvetage. Le 13 mars, on est arrivé dans la zone de recherche et sauvetage libyenne. On est dans les eaux internationales et on a commencé à patrouiller. Donc la journée commence comme toutes les journées, c'est-à-dire à 8h15, on a une réunion d'équipe. On se réunit tous et le matin, la coordinatrice de sauvetage, en fait, nous explique où est-ce qu'on est, elle nous parle de la météo, elle nous parle éventuellement où sont les autres ONG de recherche et de sauvetage. Et à ce moment-là, malheureusement, il n'y a aucune autre ONG. Donc on est les seuls. Et cette réunion d'équipe, c'est le moment où chaque personne, donc on est 25, peut discuter, poser une question. Donc on fait en général un tour par département. Et notre journée commence. C'est-à-dire que dans l'équipe, on va tous faire de la veille à la jumelle à la passerelle pendant 1 heure. Pas plus, parce que c'est un exercice qui demande énormément de concentration, où on doit scruter l'horizon pour voir si on voit un bateau en détresse. Un bateau, au loin, c'est un tout petit point noir, comme ça. Donc, pour le voir, il faut être concentré. Donc, c'est mon tour. Quand j'arrive, je discute avec la personne avant. Je fais en sorte de bien comprendre où je me positionne, parce que quand on est en haute mer, c'est difficile, en fait. On perd un peu l'espace. Donc, j'essaye de bien me repérer. Donc voilà, je suis bien concentrée, j'essaie de comprendre où on va. Est-ce qu'on va au nord? Est-ce qu'on va au sud? Où est l'est? Où est l'ouest? Et c'est un endroit où on est très concentré. C'est assez silencieux, en fait. C'est un endroit assez... de concentration. Et à ce moment-là, on est 2. Il y a quelqu'un qui est là, avec moi, mon collègue, Florent. Et je me positionne sur bâbord. Mon collègue, il se positionne sur tribord. Et voilà, et on commence à quadriller l'horizon. Je me mets sur le côté de la porte de la passerelle, parce que je suis un peu à l'ombre, parce que ce jour-là, il fait beau. Et que on est qu'en mars, mais en fait, le soleil, il tape assez fort. Et donc, je suis à l'ombre et je commence à patrouiller. Ça fait peut-être, je sais pas, une dizaine, quinzaine de minutes que je suis en train de regarder. Et là, d'un coup, la porte de la passerelle s'ouvre. Et là, tout de suite, je sais qu'il va se passer quelque chose, parce qu'en fait, c'est la coordinatrice de sauvetage qui me dit « Lucille, il y a quelque chose sur le radar. » Et elle me pointe, elle pointe vers l'avant, comme ça, du bateau. Et donc, on s'approche toutes les deux de mon collègue. Et quand on est en train de s'approcher de lui, il est à la jumelle et il nous dit « Je vois quelque chose ». Et quand on voit un bateau au loin, c'est un tout petit point. C'est un tout petit point noir. Et c'est hyper important de ne pas le perdre de vue. C'est pour ça que quand on voit quelque chose, tout de suite, on le marque avec soit son bras, ou alors si on a un compas, on regarde en fait, et on appelle tout de suite quelqu'un. Donc je prends mes jumelles et je regarde dans la direction de son bras. Et là, je les vois tout de suite. Je vois tout de suite, c'est un bateau en caoutchouc. Il est foncé. Et je vois des gens qui sont, je suis pas sûre s'ils sont debout ou s'ils sont à genoux, mais en tout cas, ils sont en train de nous faire des signes. Ils sont en train de nous faire des grands signes, et ils ont pas l'air beaucoup. Le bateau a l'air grand,
type de bateau en caoutchouc qu'on voit souvent partir des côtes libyennes, mais avec peu de monde à l'intérieur. Ils font des signes de la main. Et en fait, ils sont proches. Donc on est un peu sidérés, on est là. Ok, ils sont proches. Donc la coordinatrice, elle me dit, vous voyez quoi? Donc on lui décrit, on voit un bateau en caoutchouc, y a des gens. Elle appelle à la radio Jérôme, qui est le responsable des marins sauveteurs, parce que dans ces cas-là, c'est lui qui est responsable du sauvetage en mer et qui va devoir prendre une décision de comment on va opérer le sauvetage. Il arrive, prend les jumelles, et il dit, oui, c'était un bateau en caoutchouc, en effet, mais il dit, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Je vois, je sais pas, une dizaine de personnes. Et bon, il n'y a pas de doute, c'est un bateau en détresse. Dans ces cas-là, la coordinatrice prend sa radio et dit « Ready for rescue, ready for rescue ». Ça, c'est quelque chose, on s'est entraîné justement pour ça. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde a sa radio sur le bateau, n'importe où il est, n'importe quoi qu'il fasse. Il a sa radio, il entend. Et à ce moment-là, quand il entend ça, il sait exactement ce qu'il doit faire. On s'entraîne justement pour garder notre sang-froid, pour pas être stressé, pas être dans l'émotion. On répète ça, en fait, là, on est en mode robot. Donc, on se réunit avec l'équipe des marins sauveteurs. Moi, je suis, comme je vais sur les semi-rigides, je vais avec les marins sauveteurs. Et Jérôme, le responsable, il briefe en fait l'équipe parce que les autres, ils sont pas au courant. Ils ont juste entendu Ready for Rescue, mais ils savent pas de quoi on parle, où est-ce qu'on va et quel type de bateau. Donc il fait un briefing et il explique, voilà, on vient de repérer à la jumelle, depuis la passerelle, un bateau en détresse. C'est un bateau en caoutchouc et il y a une quinzaine de personnes à bord à peu près. Et là, l'équipe de marins sauveteurs, on est 13, ils sont surpris du nombre de personnes. Et donc je sens que, voilà, on se pose tous la question, pourquoi ils sont si peu nombreux? Parce qu'en fait, il faut savoir que les bateaux en caoutchouc qui partent des côtes libyennes sont en général entre 80 et 130 personnes. C'est des bateaux qui sont complètement... les gens, ils sont complètement entassés dans ce bateau. Donc voir 15 personnes dans un bateau comme ça, c'est très inhabituel. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je dois m'occuper des GoPros que je mets sur chaque semi-rigide. On en a 3. Donc, voilà, ça, c'est super important pour moi. Ça va être les seules images qu'on va avoir. Donc, je suis bien concentrée à ce qu'elles soient bien allumées. Je les mets et je me positionne devant le semi-rigide et on attend. On descend les semi-rigides à l'eau. Et moi, je suis sur le semi-rigide qui fait ce qu'on appelle la première approche, la première évaluation. C'est le bateau qui va arriver en premier sur le bateau en détresse et qui va faire des grands signes aux naufragés pour justement leur montrer, voilà, on est là pour vous aider, pour un petit peu essayer de les mettre en confiance, de les calmer. Et en même temps, il va avoir une personne qui est mon collègue qui est avec moi dans ce semi-rigide, qui va parler à la radio et qui va faire une évaluation de l'état du bateau, de la situation. Et cette évaluation à la radio va être relayée sur toutes les radios. Unconscious persons and everybody is very weak. Copy. Moi, je commence à prendre des photos, parce que ces photos, elles sont très importantes pour les autorités maritimes italiennes, et même pour nous, pour comprendre comment était le bateau quand on est arrivé, quelle était la situation, comment étaient les gens. Et très rapidement, j'arrête de prendre des photos. Parce qu'en fait, il y a une personne qui se lève et qui commence à crier « Il y a plein de morts, il y a plein de morts ». Et donc là, je comprends que la situation, elle va être compliquée. Et que clairement, même si mon rôle c'est le témoignage, le sauvetage arrive en premier. Donc je range mon appareil photo et je vois tout de suite 2 personnes qui sont allongées dans la cale. Leur tête, elle est en fait face au bateau en fait.
il y en a un, il a un maillot de Ronaldo. Il a un maillot de foot jaune. Et donc, mon collègue demande, est-ce qu'il y a des personnes qui sont inconscientes ? Et il dit oui, il y a des morts. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est entraîné, on a un modus operandi très précis en fonction des situations, en fonction du type de bateau. Donc, à ce moment-là, il dit qu'on doit mettre nos semi-rigides côte à côte. C'est ce qu'on fait, on s'approche. Et là, je me rapproche du coup des visages des gens. Et là, je les vois. Et en fait, on arrive sur une situation en fait, qui est vraiment catastrophique. Déjà, il y a 2 personnes qui sont inconscientes. On ne sait pas si elles sont vivantes ou pas. Et je vois le visage des gens. Le visage des gens, je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps en mer. Parce qu'en fait, ils sont brûlés. Enfin, je ne sais pas si leurs lèvres sont gercées ou... Je ne sais pas très bien, mais en tout cas... C'est brûlé sur le visage et ils ont le regard hagard. Ils ont, je sais pas, c'est un mélange de folie, de tristesse. C'est vraiment les regards, c'est quelque chose qui va me marquer pendant longtemps. Et tout de suite, ils vont me demander de l'eau. Ils vont dire de l'eau. Ils parlent français, certains anglais, ils demandent de l'eau. Ils n'arrêtent pas de demander de l'eau. Mais on leur dit, la priorité, c'est de sortir les personnes qui sont inconscientes de leur embarcation. Mon collègue et moi, on essaye d'extraire la personne de l'embarcation, de leur embarcation. Je vais tout de suite mettre un brancard. On va le porter. Moi, je suis au niveau des jambes. Je suis en train de porter les jambes. Mon collègue, il est au niveau de la tête. Et on s'était déjà mis d'accord pendant les entraînements que mon collègue, ce serait la personne qui devrait faire l'évaluation de si cette personne respire ou pas. C'est ce qu'il fait. Il lui demande... il lui parle. Il répond pas. Il regarde s'il respire. Et il me dit, il respire. Donc déjà, je suis soulagée. Je me dis, ok, il respire. Il est vivant. Il me demande de le décaler. Donc je décale le brancard avec lui. Je regarde pas son visage. J'en ai pas conscience sur le coup, mais je m'en rends compte après que j'ai pas regardé son visage. J'ai pas à le faire parce que c'est pas moi qui dois m'approcher de lui pour voir s'il respire, mais je pense que c'est peut-être une façon de se protéger parce que voir le visage de quelqu'un, c'est aussi c'est voir son humanité et aussi voir de voir aussi la difficulté de la situation. Et je suis obligée de garder mon sang-froid. Je suis obligée de continuer à faire ce que je dois faire. Je dois m'occuper des autres personnes qui vont arriver dans notre semi-rigide. Donc je ne regarde pas le visage, je le déplace et je m'occupe des autres personnes. Je fais rentrer les autres personnes difficilement parce qu'ils sont très très faibles. Ils sont très faibles, ils ont du mal à marcher. Je les fais asseoir et puis ils me demandent de l'eau. Ils n'arrêtent pas de demander de l'eau. Heureusement, on prend toujours de l'eau avec nous. Donc je leur donne de l'eau pour qu'ils puissent boire. Et donc ça, c'est dans notre semi-rigide. Et mes collègues, ils vont s'occuper d'une autre partie des rescapés et vont extraire l'autre personne. Très rapidement, on revient vers le bateau-mère. Donc Thérèse, qui est la conductrice du semi-rigide, elle va le plus rapidement possible au bateau-mère, parce que clairement la situation elle est urgente. On arrive, toutes les personnes vont d'abord monter sur l'océan Viking, et c'est là que je me rends compte aussi de leur état de faiblesse, parce qu'en fait je suis dans le semi-rigide et je les vois monter. Il faut qu'ils montent une échelle et ils n'arrivent pas. Bien sûr, il y a des gens qui sont là pour les aider sur le bateau-mère, mais ils n'arrivent pas, donc ils tirent comme ça et tu sens qu'ils ont vraiment pas d'énergie. Et finalement, on va monter
ce brancard. Et quelques minutes plus tard, je vais, moi, remonter sur le bateau-mère, pendant que tous les marins sauveteurs sont encore à l'eau. Mais je remonte en général, parce que comme je suis quand même responsable du témoignage, en général, je remonte avant pour pouvoir voir s'il se passe sur le pont. Je commence à prendre des photos. Et il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé quand on est arrivé sur le bateau en détresse. Là, je vois mes collègues, donc l'équipe médicale, l'équipe de la protection, le logisticien, et je les vois, et je vois qu'ils sont débordés, en fait. En fait, il y a les 25 personnes qui sont déjà remontées à bord. Et ils doivent être une dizaine de mon équipe. Et ils sont débordés. Je comprends tout de suite qu'on a déclenché, je pense que dans l'action, j'ai pas dû l'entendre à la radio, le Mass Casualty Plan, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on déclenche en cas d'urgence. On s'entraîne d'ailleurs pour ça, quand il y a beaucoup de gens qui sont dans une urgence médicale. Je comprends qu'on a déclenché ce mode opératoire parce que l'abri qui est normalement réservé aux femmes a été réaménagé pour mettre les personnes inconscientes. Je vois qu'il y a des bouteilles d'oxygène qui sont sorties. Je vois Anne, la médecin, qui court dans tous les sens. Très rapidement, je comprends ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire on doit trier les personnes dont on doit s'occuper de manière urgente. Donc les personnes inconscientes sont dans le rouge. Et en fait, tous les autres, ils sont dans le orange. Il n'y a personne qui va bien. Mais ils sont conscients, donc ils sont sur le côté. Je commence avec mes collègues à mettre des couvertures de survie. En fait, ils sont tous en hypothermie. Ils me disent qu'ils ont bu de l'eau de mer. Le fait de boire de l'eau de mer, ça crée une sorte de tension, comme ça. Ils sont rigides. Leur posture, elle est très rigide. Ils ont du mal à bouger. Et ça, c'est le fait d'avoir bu de l'eau de mer. Certains, leurs habits sont hyper mouillés. On commence à leur enlever les habits mouillés. On leur donne de l'eau. Mais ils boivent, mais j'ai jamais vu ça. Ils n'arrêtent pas de boire. J'arrête pas de ramener des bouteilles d'eau. Ils n'arrêtent pas de les boire. Mais en fait, ils boivent tellement vite qu'ils vomissent. Et certains commencent à perdre conscience. On est dépassés. Très rapidement, la coordinatrice de sauvetage, elle descend sur le pont, elle comprend que la situation elle est hyper urgente. Je la vois parler au loin avec la responsable médicale. On demande une évacuation médicale le plus rapidement possible, parce qu'en fait, on a 2 personnes qui sont inconscientes et qui ne reprennent pas conscience. Je vois le visage de Anne, et c'est un des visages qui va me marquer, parce que elle a les cheveux qui sont complètement ébouriffés. Elle est très... elle fait tout ce qu'elle peut. Mais ils sont que 3 dans l'équipe médicale. Et elle me dit de m'occuper d'un petit garçon qui est allongé. Il a 12 ans. Et elle me dit, occupe-toi de lui, reste auprès de lui. Et je vais rester auprès de lui pendant plusieurs minutes. Je ne sais pas combien de temps ça dure parce que je perds la notion du temps. Et c'est très étrange, ce garçon. Je pense que c'est là que je comprends aussi qu'en plus d'être dans un état physique très affaibli, ils sont dans un état psychologique extrêmement grave. C'est là où j'en prends conscience. Parce que ce petit garçon me parle de sa sœur. Il cherche sa sœur, mais il n'y a pas de femme. Il n'y a que des hommes. Donc, je comprends qu'elle n'est pas là. En fait, il est un peu... il y a quelque chose où il n'est pas dans une réalité. Et puis, il sourit. Il n'arrête pas de sourire. Et il boit, et il boit, et il vomit, et il reboit, et il sourit. Enfin, tout est un peu très étrange. Finalement, je dois... Une des choses qui arrive souvent, c'est les brûlures. C'est une mixture d'eau salée et de fioul. Ça fait des énormes brûlures sur la peau. Et ça, il faut absolument rincer à l'eau. Donc Anne me dit qu'il faut qu'on rince ce garçon. J'essaye de le lever, mais j'arrive pas. En fait, il n'arrive pas à tenir
sur ses jambes. Il n'arrive pas à marcher. Et j'arrive pas à le porter. Et donc, je vois mon collègue passer, un de mes collègues, et je crie, et je lui dis, viens m'aider. Et il va le porter jusqu'à la douche et il va le rincer. Très rapidement, donc, l'équipe de coordination demande une évacuation médicale aux autorités maritimes italiennes, qui est acceptée. L'hélicoptère va arriver, je pense, du moment où on a demandé et au moment où ils arrivent, il se passe 3 heures à peu près, ce qui est assez rapide. Parce qu'on est quand même, on est quand même assez loin. Hein. Et 2 hélicoptères vont arriver et vont les évacuer en Sicile. Il y en a quelques-uns qui parlent, quelques rescapés qui parlent, qui me disent qu'ils sont partis. Alors c'est un petit peu flou. Certains me disent qu'ils sont partis depuis 10 jours, d'autres depuis 1 semaine. Ils me disent, voilà, le moteur s'est arrêté au bout de 3 jours et donc on était à la dérive. Très rapidement, plusieurs personnes me disent, et ils l'ont dit dès le début, que beaucoup de personnes ont disparu. Et pendant que je suis en train de mettre une couverture de survie sur l'un d'eux, il y en a un qui me dit on a dû les jeter par-dessus bord. Et je lui dis mais combien ? Et il me dit on était plus de 80 et ils sont 25. Donc ça veut dire que voilà, il y a une 60aine de personnes et on ne sait pas exactement encore à ce jour le chiffre qui est disparu de faim, de soif. Et ces personnes, m'expliquent qu'ils ont dû les jeter par-dessus bord en fait. Des gens qui, pour certains, étaient leur famille, leurs amis. À ce moment-là, quand je sens que la situation, elle est un peu plus contrôlée, on va dire, vu la situation, j'envoie un message à mon équipe en disant on peut commencer à envoyer une communication. Il faut aller vite parce que je pense que c'est peut-être aussi la colère qui parle, mais souvent dans ces moments-là, on a envie de crier, on a envie de crier au monde ce qui se passe, on a envie de dire voilà, je veux que le monde sache ce qui se passe parce que personne voit, personne ne veut voir, mais on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc voilà, je vais vous raconter ce qui se passe aujourd'hui le 13 mars en mer. Il fait beau, mais par contre, on est sur une scène catastrophique en fait. On prend des photos, on prend des vidéos, on les envoie. J'écris un court communiqué, je me dis voilà, il faut envoyer ça. Et donc très rapidement, voilà, on va commencer à publier la nouvelle tragique. Je vais mettre du temps à parler aux rescapés. Parce que dans ces cas-là, il y a quand même un principe de protection qui vient avant tout, même avant le témoignage. C'est-à-dire que j'ai récolté quelques informations sur le moment parce qu'ils m'ont parlé, mais je peux pas. C'est pas possible d'aller les voir et de leur parler proactivement, de faire une interview. Enfin, c'est pas le moment. Il se passe 24 heures peut-être avant que je commence à parler avec eux. Il y a une personne avec qui j'avais pas mal communiqué ce jour-là, qui va me raconter un petit peu plus ce qui se passe. Donc, il me dit, on était 80, on est parti il y a 6 jours, 7 jours. Notre moteur s'est cassé, on était à la dérive. Très rapidement, on a manqué de nourriture et on a manqué d'eau. Il y a un des rescapés qui est là, qui voyageait avec sa femme et son bébé, et que les deux sont décédés, que le bébé est décédé au bout de quelques jours, 2 jours, et que la femme est décédée le jour d'après et qu'ils ont dû les passer par-dessus bord. Il me raconte ça, il me raconte... Voilà. En fait, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui voyageaient quand même en famille, que ce soit avec leurs frères ou leurs sœurs. La moyenne d'âge des rescapés, c'est majoritairement des mineurs.
c'est des jeunes de toute manière. Je pense que la tranche d'âge haute, c'est 28-30 ans. C'est quand même des gens très jeunes. Ils viennent, pour la plupart, en tout cas les rescapés qui à bord, viennent du Mali, de la Gambie et du Sénégal. Certaines personnes fuient la guerre, des zones de conflit. Certaines personnes vont fuir pour des raisons de persécution. Ça peut être des persécutions politiques. Ça peut être aussi parce que pour leur orientation sexuelle, ils sont persécutés dans leur pays. Des minorités ethniques qui sont persécutées. D'autres personnes vont fuir la misère. C'est des histoires assez propres. Et je pense que c'est important aussi de le dire que les gens ne partent pas, n'avaient pas pour projet initial d'aller en Europe. Ça, c'est, je trouve, quelque chose qu'on peut-être, je ne sais pas si on le sait en fait, mais beaucoup quittent leur pays d'origine parce qu'en fait, ils n'ont pas d'avenir et vont d'abord partir dans les pays limitrophes. Et ensuite, certaines personnes vont faire un parcours migratoire qui va durer des années. Beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne vont passer par le désert, donc ont toute la traversée du désert avant la traversée de la Méditerranée, qui est une traversée aussi très 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 compliquée. Et donc, la Méditerranée, ça fait partie d'une partie de leur parcours migratoire. Alors, les personnes que je rencontre à bord de l'Océan Viking me racontent la même chose sur la Libye. Ils décrivent cet endroit comme l'enfer libyen. Les témoignages sont unanimes. Ils nous racontent des scènes de violence extrême, de torture, de violence sexuelle. En fait, beaucoup de personnes se retrouvent dans des centres de détention, dans des cercles en fait de traite humaine, où souvent les miliciens qui tiennent ces centres de détention vont envoyer des images de torture à leur famille pour pouvoir que la famille paye pour que ces personnes puissent sortir. C'est des témoignages qui sont d'ailleurs corroborés par de nombreuses investigations de journalistes internationaux, mais aussi des rapports des Nations Unies, qui montrent par ailleurs la collusion des gardes-côtes libyens avec les centres de détention, les passeurs et toutes les personnes qui sont dans les trafics de traite humaine. Et puis, il y a des personnes qui vont venir en Libye pour partir en Europe. Ça va être le cas de certains Syriens que j'ai rencontrés. Et en fait, ils ne trouvent pas de voie légale pour fuir en fait la Syrie qui, depuis la guerre, est dans un marasme économique où il n'y a pas d'avenir. Les Syriens que je rencontre, ce sont des très jeunes personnes qui savent qu'ils n'ont pas d'autres moyens en fait légaux, et donc qui prennent la mer, qui prennent des risques pour leur vie. Ils le savent, mais en fait, ils n'ont pas d'autre espoir. La façon dont les personnes partent, d'après les récits que j'ai reçus, les témoignages que j'ai entendus à bord, souvent les personnes vont être enfermées dans des maisons, dans des hangars pendant très longtemps, jusqu'à ce que le passeur décide de les faire sortir et de leur faire prendre la mer. Souvent, on leur ment, évidemment, sur le type d'embarcation. Moi, j'ai rencontré, ça m'a beaucoup marqué, une famille de Syriens qui étaient persuadés qu'ils allaient prendre un bateau comme un petit bateau de croisière, quoi, avec des cabines. C'est ce que le passeur leur avait vendu. Finalement, ils arrivent. Évidemment, c'est absolument pas ça. C'est
un bateau, une coquille de noix. Certains viennent avec leurs valises. Je me rappelle cette famille syrienne, la maman me dit, elle est venue avec ses valises. Mais en fait, ils sont dans cette petite embarcation, c'est impossible de mettre les valises. Donc, ils prennent les valises, ils les jettent, ils les tapent, ils les forcent à les faire rentrer souvent. Ça, c'est un récit qui revient souvent. Ils les forcent à les faire rentrer dans les embarcations parce que souvent, soit ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on leur avait promis, que la mer, elle n'est pas du tout apte la mer et le bateau ne sont pas aptes à la navigation. En fait, ils se rendent compte que c'est très dangereux, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Les rescapés me disent que souvent, quand on les fait monter dans les bateaux des côtes libyennes, on leur montre les lumières, des lumières en fait en haute mer, et on leur dit ça c'est l'Italie. En fait, ces lumières, ce sont des plateformes pétrolières qui sont en plein milieu de la mer, qui sont toujours dans la zone de recherche et sauvetage libyenne. Donc en fait, on leur ment complètement parce que de la Libye, si on regarde une carte de la Libye, l'Italie, c'est très très loin. En fait, je ne saurais pas dire combien de jours ça devrait durer, ça dépend à combien de nœuds on est, mais ce qui est sûr, c'est que un bateau en caoutchouc, s'il part de Libye pour aller en Italie, il a très peu de chances d'arriver. Plusieurs m'expliquent aussi que ils ont vu des hélicoptères les survoler. Ils ont vu des bateaux et qui leur ont fait signe. Est-ce que les bateaux les ont vus ? Je ne sais pas. Certains me disent que oui, d'autres non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des hélicoptères, il y avait des bateaux. On l'a su après, je l'ai su après. Ces personnes avaient également appelé Alarm Phone parce qu'ils étaient partis avec souvent c'est le cas, quand ils partent, ils ont un téléphone satellite. Ils ont appelé l'ONG Alarm Phone, qui est une hotline qui permet de relayer en fait des appels de détresse. Donc, les autorités libyennes, italiennes, maltaises devaient être au courant de ce bateau en détresse. Est-ce que quelqu'un allait les chercher ? Il me semble que non. En fait, au plus je commence à avoir des informations, au plus je commence à parler avec eux, et je commence à avoir je parle avec mon équipe, on commence à rassembler un petit peu des pièces du puzzle, et on commence à comprendre que si on les avait pas vus comme ça à la jumelle par hasard, parce que c'est par hasard, enfin ils seraient plus là en fait, ils seraient pas vivants, ils ne seraient pas vivants. Personne les cherchait. Quelques jours après, on a encore les rescapés à bord. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec mes collègues. Et tous les matins, je monitore la presse. Je regarde ce qui se passe. Je vois que... donc je regarde dans la presse italienne ce qui se passe, et je vois... Dans la presse, je lis que l'une des personnes que l'on a évacuées médicalement est décédée. Alors je pousse un cri de tristesse, de surprise, de colère. Ma collègue me demande qu'est-ce qu'il y a, évidemment. Je lui montre. Et elle se lève et elle part. Et Donc je continue à manger mon petit déjeuner en silence. Mon collègue qui est en face, il me dit... je lui dis, mince, j'aurais pas dû lui dire comme ça, c'est sorti tout seul, je suis désolée. Il me dit, non, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne façon de le dire, Lucille. Elle revient, on ne sait pas quoi se dire en fait. On continue à manger, puis c'est en silence, on est triste. Et donc, à ce moment-là, j'écris à ma chef de mission, qui est... la passerelle, et je lui envoie la nouvelle. Je lui dis il faut faire une réunion, et donc on apprend la nouvelle aux autres. Il y en a certains qui se lèvent parce que voilà, ils sont émus. Donc on est tous hyper en colère, hyper tristes. C'est vraiment des sentiments très
partagée qui nous traverse. Et en plus, tout ce temps, on a dû continuer à faire des sauvetages. On en a fait 3 autres sur moins de 48 heures. Donc on n'a pas eu vraiment le temps de relâcher tout ça, toute cette émotion. Il a fallu continuer. Il y avait des alertes, on y est allé. Les autorités italiennes nous ont dit d'aller porter assistance à d'autres bateaux. Et voilà, on continue à faire des sauvetages. Et c'est un peu... Voilà. Du coup, pour pouvoir continuer à faire cette mission, quelque part, je pense, on bloque un peu ses émotions. Et c'est un peu la première fois que je ressens qu'on laisse les émotions se sortir. Je sais pas comment mes collègues le voient, mais moi je me demande souvent ces personnes qui sont disparues, cette personne qu'on a élitroyée et qui n'a pas survécu, c'était qui, c'était quoi leur rêve, comment il s'appelait, c'était quoi son métier, voilà, je me demande. C'est ça en fait, c'est des gens, c'est des histoires et toutes ces personnes qui ont disparu, je crois que c'est important en fait qu'on se rappelle qu'on parle vraiment de gens en fait, de vie. Très rapidement après le sauvetage, on reçoit un port de débarquement. Depuis la loi Piantedosi, les ONG ont des ports de débarquement très au nord. Donc, on reçoit un port de débarquement à Ancône. C'est au nord de l'Italie, côté de la mer Adriatique. C'est à 4 jours de navigation. On a continué à faire des sauvetages. On se retrouve avec plus de 350 personnes à bord, dont 25, pas 25, mais 23 personnes. On se retrouve avec 23 personnes du premier sauvetage qui sont dans une urgence médicale et en tout cas psychologique vraiment grave. C'est-à-dire que du moment où ils sont arrivés à bord, ils sont restés dans l'abri dans lequel on les avait mis et ils ne se levaient presque pas. Alors déjà, ils avaient énormément de mal à marcher et ils s'étaient prostrés en fait psychologiquement. Je pense qu'il y avait quelque chose, ils étaient dans une autre réalité. Et quand on reçoit la nouvelle de ce port qui est à 4 jours de navigation, la chef de mission demande aux autorités italiennes de nous donner un port plus proche. Et quand elle fait ces demandes-là, elle explique aussi pourquoi. Alors, de toute façon, qu'ils aient passé 1 ou 7 jours en mer, en fait, ce n'est pas normal de recevoir un port aussi loin. Ces personnes, de toute façon, ont toutes fui la Tunisie ou la Libye dans des conditions mais atroces. Pourquoi rajouter en fait encore plus de souffrance et les faire débarquer sciemment au nord de l'Italie? Finalement, les autorités italiennes ne vont pas accepter nos demandes qui ont été répétées, mais vont proposer de débarquer 20 personnes en Sicile. Pourquoi 20 On ne sait pas. Donc, ils proposent de débarquer 20 personnes. La chef de mission décide, en accord avec l'équipe médicale, de débarquer les personnes du premier sauvetage, parce que c'est les personnes qui sont le plus affectées psychologiquement et médicalement. On va les débarquer en Sicile et les autorités italiennes ne vont pas accepter qu'on aille à un port. On va faire un transfert au large de la Sicile en pleine nuit, vers 2h du matin, d'un bateau, de notre bateau-mère à un autre bateau. Et ce bateau va ramener ces personnes vers la Sicile. On s'est tous mis avec mes collègues, on leur a fait des grands signes
d'au revoir. On était soulagés à ce moment-là de savoir qu'ils pourront aller dans un hôpital et avoir une prise en charge médicale. Pendant la mission, quand on vit des choses difficiles, j'ai l'impression que, justement parce qu'on s'entraîne beaucoup, on est en mode robot, donc on coupe nos émotions souvent. C'est presque important de le faire parce que sinon, si on est trop dans l'émotion, on n'arrive plus trop à faire les gestes qu'on devrait faire, on n'arrive pas à garder son sang-froid, donc c'est important de pouvoir être concentré. Pour autant, évidemment, il y a des moments où on craque, et notamment ce jour-là, le 13 mars, donc au moment où je comprends que la situation est sous contrôle, plus ou moins, je remonte dans ma cabine pour me changer, pour commencer mon travail de témoignage et de communication. Et à ce moment-là, je me mets à pleurer. Et je pleure pas souvent quand je suis à bord parce que justement, mes émotions sont bloquées. Mais je me rappelle que je pleure, mais je pleure pas longtemps parce que je me dis il faut vite que je retourne travailler. On essaye souvent de se raccrocher au vivant. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux personnes qui ont disparu, mais on se dit, voilà, eux, on les a vus à la jumelle et ils sont là et ils sont vivants. Et ça, c'est important de pouvoir faire cette balance-là parce que sinon, psychologiquement, ça devient très difficile. Après, forcément, on est chargé, on est très en colère. On supporte plus que son collègue laisse sa tasse de café traîner. Enfin, des choses qui sont anecdotiques, mais qui vont nous énerver, qui vont m'énerver beaucoup plus que d'habitude. Je vais être beaucoup plus frustrée, je vais être beaucoup plus sur les nerfs et je sens que c'est parce que je suis touchée. Parfois, il y a certaines images qui me reviennent en tête et c'est à des moments complètement inattendus et parfois un peu absurdes. Il y a eu un match de foot il y a quelques jours et c'était Marseille. Donc voilà, dans la rue, il y avait plein de bruit. Et j'ai pensé à ce rescapé qui était inconscient dans le bateau et qui avait un maillot de foot, Ronaldo. Et je me suis demandé quelle équipe il aimait bien, quel joueur de foot il aimait bien. Mais c'est pas toujours que des souvenirs tristes, heureusement. C'est aussi des souvenirs heureux où quand j'écoute de la musique, parfois avec des rescapés. J'aime bien l'afrobeat et les gens il y a plein de rescapés d'Afrique de l'Ouest, ils écoutent de l'afrobeat aussi. Et donc on écoute la même musique et on se retrouve autour de la musique. Et c'est génial de se dire que lui, il adore Omalé, moi j'adore Omalé, on écoute ensemble. Ou alors, la dernière fois, j'ai écouté pendant un bon moment avec une Malienne, Amadou et Mariam. Et puis, on a écouté ça toutes les deux au soleil et tout, et on a chanté. Et ça, quand j'écoute ça, quand j'écoute cette musique que j'écoute dans mon quotidien de tous les jours, je repense à ces moments. Et en fait, ça me fait sourire, en fait. Je souris et heureusement, il y a pas que de la noirceur, il y a un peu de lumière et de l'humanité. La chance dans cette histoire, c'est qu'on avait cette journaliste indépendante italienne qui travaille pour un journal italien. Et je pense que ça va contribuer au fait que ça va massivement se diffuser dans la presse italienne. Le lendemain, ça fait la une de tous les grands journaux italiens. C'est peut-être rien, mais pour moi, c'est une victoire de me dire quand même, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Il va y avoir beaucoup d'articles aussi dans des médias dans le monde entier. Les photos de la photographe vont faire le tour du monde, en fait. Et je vais répondre à beaucoup d'interviews. Je vais recevoir énormément d'interviews. Je sollicite mes collègues pour qu'ils me racontent, pour qu'ils puissent aussi témoigner. Je leur dis c'est grave ce qui se passe. La situation en Méditerranée, elle est grave. Ce qu'on a vu, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on puisse tous parler si on le souhaite, bien sûr, parce que pas tout le monde n'a envie de parler, pas tout le monde n'a besoin de parler. C'est pour ça que je pense que c'est important, même aujourd'hui, de raconter, en fait, même après plusieurs jours. Mais voilà, ça, c'est une histoire, mais
Il y en a combien d'histoires? Hier encore, j'ai vu, il y a eu un naufrage. Qui va raconter cette histoire? Aujourd'hui, la Méditerranée est la voie migratoire la plus meurtrière au monde. D'après l'Organisation internationale des migrations, près de 30 000 personnes auraient disparu en Méditerranée depuis 2014. Un nombre largement sous-estimé qui ne peut comptabiliser précisément toutes celles et ceux qui ont quitté les côtes libyennes ou tunisiennes. Si vous souhaitez agir pour mettre fin au naufrage en Méditerranée centrale, n'hésitez pas à rejoindre SOS Méditerranée en devenant bénévole pour l'association ou en faisant un don directement sur leur site. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Le récit a été présenté par Clément Saccard, la musique est composée par Nicolas de Ferrand, avec une musique additionnelle de Michel Boga. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin, du studio Crispy Records, du mixage.